Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je voudrais tout de suite tranquilliser mon homonyme, le modérateur. Je n'ai pas l'intention d'épuiser mon temps de parole. Eric Mbala est plus jeune que moi, il a le souffle long, et donc, et donc je me limiterai à ce que, autant que peut me permettre mon souffle. D'un autre côté, à l'intention toujours de monsieur le modérateur, je dirais que cette enveloppe dont il a parlé tout à l'heure, je l'ai transmise en effet. Je l'ai transmise en effet à qui de droit, mais voyez-vous, ils ne l'ont pas gardé en main très longtemps parce qu'on ne les a pas laissés à leur poste plus longtemps. Mon successeur immédiat n'a mis que 10 mois, celui qui l'a remplacé a mis 1 an et demi, celui qui a remplacé celui-là n'a mis que 1 an, de sorte qu'ils ont eu à peine le temps d'ouvrir l'enveloppe, tandis qu'Eric Mbala, il est assis depuis 5 ans, il a eu tout le temps nécessaire d'ouvrir l'enveloppe et donc de lire ce qu'il y avait dedans. Bien, je ne citerai pratiquement pas de chiffres. Je ne citerai pratiquement pas de chiffres parce que tous les chiffres ont été cités par ceux qui m'ont précédé. J'en citerai quelques-uns seulement. En fait, je vais centrer mon bref exposé sur ceci. Je vais comparer deux situations. La situation qui a prévalu en 1984 et la situation qui a prévalu en 2014, 30 ans après. Pourquoi? Parce que ces deux situations sont comparables malgré l'écart de temps, parce que ce sont les mêmes causes qui ont produit les mêmes effets ou les mêmes carences. Et d'où j'entends par là insister sur la nécessité d'une planification de l'évolution et du développement des systèmes électriques dans notre pays. Je ne vous ennuierai pas avec les principes de planification ni le processus de planification, c'est de la technique. Je dirais simplement qu'est-ce qu'on attend de cette planification, pourquoi on doit planifier et qu'est-ce qu'on en attend. On passe sur la table des matières. Mon exposé s'articulera sur 4 points très rapides. Qu'est-ce qui s'est passé en 1984? En 1984, il y a eu le premier recensement de la population et à ce moment-là, on s'est aperçu que nous étions 30 millions d'habitants, que le taux de croissance démographique était de 3% l'an, et le taux d'urbanisation galopait, les gens fouillaient les campagnes pour aller dans les villes, et donc il fallait les servir aussi en électricité. On avait atteint un taux d'urbanisation de 30%. L'économie qui avait chuté après la zaïanisation de 1974 s'est mise à remonter petit à petit, bien qu'à un rythme plutôt lent, mais le résultat était positif. Et on s'est aperçu également que avant 1974, le taux d'électrification, le taux de croissance de l'électricité auprès des ménages était de 8%, et qu'en 1984, il avait chuté à 3,4%. Tout ça mis ensemble, seulement 116 000 personnes, 116 000 ménages étaient raccordés à l'électricité en 1984, contre à peu près 6 millions qui étaient dans le noir. Je parle en termes de ménage, un ménage comportant entre 5 et 6 personnes. Et donc, ce taux de croissance extrêmement, ce taux de décès extrêmement faible, pourquoi? Alors qu'on venait, en construisant Inga 1 et Inga 2, de tripler les 10 dernières années l'offre d'énergie dans le Bas-Congo à l'ouest. Pourquoi? Alors qu'on venait de quadrupler avec la première, avec les lignes d'interconnexion entre Inga et Kinshasa et Inga et le Katanga, on venait de quadrupler la possibilité d'alimentation de Kinshasa et du Katanga, quadrupler celle de Kinshasa et tripler celle du Katanga. Qu'est-ce qui s'est passé alors?
Ce qui s'est passé, c'est que, en réalité, le taux de desserte nationale a régressé entre 1974 et 1984. Il a régressé, il est passé en 1976, par exemple, de 3% à seulement 2% en 1984. Pour citer un exemple, la Tunisie avait un taux de croissance, un taux de desserte de 6, le même taux de croissance que nous en 1976. En 2016, la Tunisie a plus de 99% de desserte de sa population en électricité. Et quels que soient les chiffres qu'on a cités, que ce soit 10% ou 15% ou 5%, nous sommes très loin en arrière. Pourquoi? Parce que les investissements ont été concentrés sur un seul axe, même si ces investissements ont été lourds, même si on a construit 1800 MW sur 600 MW qui existaient un peu partout à travers la République, parce que les réseaux de distribution étaient obsolètes, que ce soit dans les grands centres de consommation, le Bas-Congo, Kinshasa et Lubumbashi, parce que les centrales du Katanga avaient besoin de réhabilitation, elles avaient souffert de problèmes d'âge. C'était la première fois qu'en Afrique, on faisait une planification du développement du secteur de l'électricité, contre l'avis de la Banque mondiale d'ailleurs, et par la suite, lorsque le résultat, en tout cas de l'étude, est apparu probant, la Banque mondiale a exigé des autres pays d'Afrique de faire de même, de faire des plans d'électrification, y compris les pays d'Amérique latine. Maintenant, la planification, ça s'est propagé un peu partout dans le monde. Alors, l'objectif qui avait été fixé à ce plan, c'était d'alimenter tous les centres de plus de 5000 habitants. Et d'autres objectifs, alimenter les ports, alimenter les gares ferroviaires, les aéroports, etc. etc. Les 350, les centres de plus de 5000 habitants représentaient 350 centres à cette époque-là, et alimenter en priorité l'industrie privée qui générait une partie de son énergie par groupe électrogène, changer les chaudières à vapeur des savonneries, des brasseries, etc., en chaudières électriques. À cette époque-là, on disait que 20% à peu près de l'industrie générait sa propre électricité à base de fioul ou de gasoil. Aujourd'hui, si on regarde les statistiques de la Banque mondiale, il semble que ce soit 60% qui génèrent au moins la moitié de leur énergie à partir de groupes électrogènes. On va dire que c'est la faute à SNEL. Le PDG de SNEL s'en est suffisamment expliqué, le ministre de l'Énergie également, devant les 4 centres de production à Inga dont parlait Eric Mbala sont d'ailleurs faux, parce que ça tient compte de la situation de trésorerie contrainte de SNEL qui met peu d'argent dans la maintenance de Inga. Si SNEL devait consacrer l'argent qu'il fallait à la maintenance de ces installations de production, les 4 centres seraient peut-être 6 ou 7 ou quelque chose comme ça. Mais il fallait aussi, pour réaliser ce plan directeur, tenir compte des contraintes. Il y avait 2 contraintes fixées par le Fonds monétaire international dans le cadre des programmes d'ajustement structurel qui étaient en vogue à l'époque. La première contrainte, c'était la limitation du taux d'endettement de l'État et de chaque secteur dans ce taux d'endettement. Et donc du secteur de l'électricité, le secteur de l'électricité était limité à quelque chose comme entre 300 et 400 millions de dollars pour toute la période de 20 ans. Et il fallait aussi tenir compte de la limitation dérivant du ratio d'endettement que le Fonds monétaire international avait imposé à la société de l'électricité. De sorte que l'un dans l'autre, même si le programme pouvait paraître ambitieux de 1985 à 2005, on devait passer seulement, si ce programme s'était réalisé, d'un taux d'électrification de 2% à un taux d'électrification de 5,2%. Ça veut dire un gros doublement, c'est tout.
il y a eu des stratégies qui ont été mises en œuvre, comme dans toute planification, pour satisfaire à ces objectifs. Parmi ces stratégies, il y avait notamment la confiscation d'un des pôles de la ligne à courant continu Inga-Katanga. La ligne à courant continu fait en gros 560 MW multiplié par 2, puisque c'est 2 lignes au lieu d'une. Et donc on confisquait un des pôles et on faisait une transformation mécanique de ce pôle de manière à y faire circuler non pas du courant continu, mais du courant alternatif, ce qui permettait de déverser l'énergie, puisque le soutirage d'énergie sur les lignes à courant continu n'était pas faisable à cette époque-là, déjà que nous étions le premier pays au monde à avoir une ligne à courant continu de 1700 km. Le soutirage en cours de transport n'était pas envisageable. Et donc, ce que nous avions imaginé à l'époque, c'était donc de transformer un des pôles en courant alternatif et de déverser cette énergie sur tout le parcours dans le Bandundu, les deux Kasaï et le nord du Katanga. D'autant qu'à l'époque, la ligne venait d'être inaugurée, on y transitait à peine 100 à 120 mégawatts, et on ne voulait pas que la ligne finisse par pourrir sur pied, faute de n'avoir pas été traversée par l'énergie. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs, puisqu'elle vient d'être réhabilitée pour avoir pourri sur pied. Le maximum, d'après ce que je me suis laissé dire, le maximum qui a jamais transité sur cette ligne, c'est 250 mégawatts, et donc moins de la moitié d'un des pôles. Et donc l'autre pôle n'a servi à rien pendant 30 ans ou 40 ans. Et ne va peut-être pas servir à grand-chose pendant longtemps encore, étant entendu que si on faisait Inga 3 ayant vocation également à alimenter l'Afrique du Sud en traversant la Zambie, etc., il faudrait construire une deuxième ligne de toute manière pour pouvoir amener cette énergie aussi loin. Et donc, à partir de là, on a bâti un programme qui n'a pratiquement pas vu le jour pour plusieurs raisons. Quelles sont ces raisons? Ces raisons, c'est les lourdeurs administratives. L'État n'a jamais été très bon gestionnaire, et une des raisons qui a retardé l'électrification du pays, c'est que l'État, pendant 40 ans, a voulu tout faire par ses propres moyens, des moyens qu'il ne possédait pas. Les lourdeurs administratives, bon, j'étais déjà parti de toute façon à ce moment-là. Ce sont mes remplaçants qui ont subi ces lourdeurs administratives. Les lourdeurs administratives dans la prise de décision, les lourdeurs administratives dans la libération de la contrepartie en monnaie locale, parce que selon les exigences des accords d'ajustement structurel, il fallait 23% de contrepartie locale. SNEL s'étant engagé à en produire 13%, enfin la moitié, les ressources budgétaires devant combler l'autre moitié. Cette moitié, il semble qu'elle n'est jamais venue. Et puis, la coopération s'est arrêtée en 1990, de sorte que ce qui a pu être réalisé, c'est seulement une partie de ce qui avait été projeté pour la période 1985-1990. Je signale d'ailleurs, quelqu'un l'a dit, je crois que c'est le modérateur, pendant 35 ans, on n'a construit aucune centrale. À partir de Inga 2, la dernière centrale, c'est encore moi qui l'avais construite dans le nord de l'Équateur, il y a, je ne sais pas, 40 ans peut-être. Bon, alors de là, on passe 30 ans après à 2014. Pourquoi faut-il planifier à partir de 2014? Parce que, comme on disait, l'État s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas tout faire par lui-même et qu'il contribuait lui-même à essouffler sa propre société d'électricité qui devait être son bras armé pour l'électrification du territoire à cause des tarifs bridés, etc., etc.
l'État a fait faire un audit par le ministère du portefeuille dont il est apparu que l'État devait se dégager un peu, se retirer un peu de la gestion de ces entreprises, notamment de sa Société nationale d'électricité. Et à ce moment-là, elle devenait une société, disons, à caractère privé. Et à ce moment-là, on ouvrait le secteur à toute initiative extérieure privée. Et donc, l'État a décidé de tirer avantage de l'expertise du secteur privé et de sa grande capacité de mobilisation de financement pour accélérer et intensifier l'électrification du territoire national en faisant d'une part de l'électrification rurale pour les zones isolées et peu habitées et d'autre part de l'électrification massive dans le milieu urbain et les zones industrielles. Et pour ça, la loi sur l'électricité a créé, à part l'autorité de régulation dont le rôle est différent, a créé une agence d'électrification rurale qui s'appelle ANSER, c'est un peu barbare comme nom, mais c'est comme ça, qui s'appelle ANSER, qu'elle a choisi de planifier le développement de l'électricité dans le monde rural. Mais pour des raisons qu'on ignore, la loi a oublié le monde industriel et le milieu urbain. Et donc, rien n'a été prévu pour ce milieu-là, l'État disant mais il y a SNEL. Non, mais il a oublié aussi qu'il avait fait de SNEL une société privée à gestion privée et que donc SNEL ne pouvait pas jouer le rôle que cette même SNEL avait joué auparavant. Et c'est ainsi que le ministre de l'Énergie a créé en son sein une structure qui devait servir à gérer un certain nombre de projets secteur d'électricité et a demandé à cette structure maintenant de planifier le développement de l'électricité dans le monde urbain et dans les zones industrielles et économiques spéciales. Et comme l'agence d'électrification rurale tarde à se mettre en place, de planifier aussi l'électrification dans le monde rural et d'englober tous ces deux plans, d'en faire un seul plan d'électrification nationale. Et quand l'agence d'électrification rurale sera mise en place, quand elle sera devenue opérationnelle, lui rétrocéder alors la partie du plan qui lui revient pour qu'elle le mette en œuvre. Cette entité, c'est celle que je dirige au sein du ministère de l'Électricité qui s'appelle UCM, Université, comment? Catholique Munga? Non. UCM, Unité de coordination et de management des projets du ministère. Et le ministère a négocié avec la Banque africaine de développement et la Banque mondiale principalement. Il y a d'autres négociations avec la KfW, la coopération allemande et également avec la coopération britannique qui vont financer le lancement de ces 3 études de planification. C'est dommage que ce soit 3, ça aurait pu être une seule étude normalement pour des économies d'échelle, les économies de tout ce que vous voulez, une seule étude. Mais comme les sources de financement sont différentes et que le montant alloué par chaque source n'est pas suffisant pour faire un plan global, alors on fait des petits morceaux comme ça et puis on va en faire un plan global. Nous allons procéder au recrutement des cabinets spécialisés dans le courant de cette année-ci. Vous avez là les objectifs qui sont visés, notamment 60% à l'échéance du plan, c'est-à-dire en 2017, en 2037, 60%, je ne sais pas si on y parviendra, mais enfin, il faut rêver de temps en temps. Mais il faut même si on n'y arrive pas pour le secteur social, il faut de toute façon satisfaire la demande de l'électricité des usagers industriels au fur et à mesure qu'elle se présente
et au fur et à mesure qu'elle évolue. C'est là un des objectifs du plan. Plusieurs stratégies sont examinées dans les termes de référence de ces études. Mais le résultat de cette planification, contrairement au plan directeur de 2005 qui devait être mis en œuvre totalement par le pouvoir public, cette fois-ci, les résultats, l'étude va tendre à produire des business plans, à démontrer la rentabilité de telle opération dans une province ou dans une sous-province ou dans une ville, etc., ou pour un certain nombre d'industries isolées ou groupées, de telle manière qu'on fasse au bout du compte une table ronde avec les bailleurs de fonds et les promoteurs industriels et les investisseurs potentiels, les financeurs, etc., pour leur avoir marché le travail. Comme ça, c'est plus facile pour eux parce que c'est un changement de paradigme en fait. Pour le moment, nous attendons que les investisseurs viennent chez nous. Et quand ils viennent chez nous, nous ne savons pas exactement où les orienter parce que nous n'avons rien en main pour les orienter, pour leur permettre de prendre les décisions nécessaires. Le changement de paradigme, c'est que nous allons aller au-devant des investisseurs avec des études bancables jusqu'à un certain niveau, jusqu'à la préfaisabilité, pour montrer que ceci est faisable. Non seulement c'est faisable, mais ceci est rentable. Non seulement c'est rentable, mais c'est rentable à tel niveau et c'est rentable pendant autant de temps. De sorte que on aura peut-être, en résolvant les autres questions à caractère fiscal, caractère institutionnel, etc., en résolvant tout ça ensemble, parce que l'étude va balayer tout ça, en résolvant tout ça ensemble, on ira peut-être plus vite que nous allons maintenant dans l'électrification du territoire. Bon, je vais en terminer par une réflexion sur des solutions spécifiques à court et moyen terme pour l'industrie minière. Nous pensons, en ce qui nous concerne, puisque c'est nous qui faisons la planification pour le compte du ministère, nous pensons que c'est pas mauvais maintenant, parce qu'on ne peut pas attendre que les études existent pour commencer. Nous pensons que, pour le moment, nous avons des projets, un projet là-bas, un projet ici, un projet là-bas, tel investisseur ici. Il faut qu'on prenne la question de façon globale. Il faut qu'il y ait une étude globale spécifique. Elle a peut-être été faite, mais je participe à ce genre de forum depuis 2012 et à chaque fois, c'est toujours les mêmes plaintes qui reviennent. Pourquoi ne pas réfléchir ensemble pour une étude globale destinée à définir les solutions à court et moyen terme globales les mieux appropriées au déficit, à la résorption partielle, en tous les cas, partielle et progressif du déficit énergétique de l'industrie minière, et une étude qui réponde à 3 exigences majeures. Mettre en perspective toutes les possibilités d'alimentation offertes sur le plan technologique, prendre en compte les préalables et contraintes à la mise en œuvre des solutions préconisées, quelle que soit la nature de ces préalables et contraintes, et fournir un business plan pour chaque solution préconisée, le cas échéant, pour les solutions mixées. De sorte que les conclusions de l'étude puissent être présentées aux promoteurs et aux investisseurs intéressés à la mise en œuvre des solutions préconisées. Mais c'est une étude, ça se finance. Le ministre de l'Énergie, ma tutelle, vous a laissé entendre tout à l'heure les difficultés de ressources budgétaires pour financer à partir du ministère, à partir de l'administration, le développement du secteur. Une étude, ça se finance, ça ne doit pas coûter cher. Ça ne doit pas coûter cher, c'est une étude qui, à notre avis, ramasse des informations qui existent déjà, les met ensemble, les traite et sort les conclusions sous forme de business plan. Une pareille étude pourrait prendre peut-être 3 mois. Nous pensons que
la Chambre des mines de la Fédération des entreprises pourrait peut-être se pencher sur cette question et réfléchir à ce qui pourrait être fait sous son initiative avec la collaboration, si elle le juge nécessaire, du ministère de l'Énergie, avec la collaboration également, si elle le juge nécessaire, de quoi que ce soit forcé, de la Société nationale d'électricité. J'en ai terminé, monsieur le modérateur. Je n'ai pas épuisé mon temps. Merci.